Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Je vous fais découvrir cette fois-ci un livre inédit qui vous fait voyager à travers 50 observations scientifiques les plus insolites et mystérieuses du monde. Le titre, L'infini au creux de votre main. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. La matière. Vous, moi, tout le monde, nous sommes tous de vrais fantômes. Et cela amène naturellement à la théorie quantique, la théorie de la physique la plus étrange jamais conçue, qui explique pourquoi les atomes sont en très grande majorité à base de néant. Le fait que si le Soleil était constitué de bananes, il serait tout aussi chaud, débouche sur la notion remarquable que la température du Soleil n'a rien à voir avec ce qui l'alimente. Et le fait que 97,5% de l'univers est invisible nous fait prendre conscience de manière extraordinaire, mais gênante, que tout ce que les scientifiques ont étudié ces 350 dernières années ne représente qu'une infime partie de l'univers. Et pire encore, nous n'avons pas la moindre idée du composant essentiel de cet univers. Il y a plusieurs années, j'ai interrogé Carl Sagan, astronome américain et spécialiste de la vulgarisation scientifique, à l'hôtel Dorchester de Londres. Je me souviens que sa suite offrait un panorama fantastique sur Hyde Park et son lac Serpentine. Après avoir écrit des ouvrages de non-fiction tels que Cosmic Connection ou L'Appel des étoiles, Sagan a écrit son premier roman de science-fiction, Contact, qui devait ensuite être adapté au cinéma sous le titre éponyme avec Jodie Foster dans le rôle titre. Je lui ai demandé ce qu'il préférait, la science ou la science-fiction. Il a répondu sans la moindre hésitation, la science, parce que la science est plus étrange que la science-fiction. Et c'est bien le cas. Nous nous trouvons dans un univers bien plus étrange que tout ce que nous aurions pu inventer. J'espère être parvenu à communiquer cette étrangeté et cette merveille à travers les pages qui suivent. J'ai vraiment aimé écrire ce livre, et j'espère que sa lecture vous ravira. J'espère au moins qu'il vous permettra de mémoriser quelques faits incroyables sur l'univers que vous pourrez ressortir lors de dîner. Marcus Shawn, Londres, 2018. Partie 1. Les choses biologiques. Chapitre 1. Le dénominateur commun. Vous êtes un tiers champignon. Qu'il est stupide de ne pas y avoir pensé. Thomas Huxley, quand il a entendu parler de la théorie de l'évolution par la sélection naturelle de Darwin. Un tiers de vous est champignon. C'est vrai. Vous, moi, nous tous partageons un tiers de notre ADN avec les champignons. Comme si ma liste de cartes de vœux à envoyer n'était pas déjà suffisamment longue. Il est formellement prouvé que les humains et les champignons ont un ancêtre commun. La première personne à l'avoir découvert est le naturaliste anglais Charles Darwin. En 1831, âgé de seulement 22 ans, Darwin a pris les fonctions de naturaliste à bord du HMC Beagle. Au cours d'un périple qui durera 5 ans, il a fait toute une série d'observations zoologiques saisissantes. Il a par exemple remarqué que les oiseaux et les animaux se trouvant sur les îles reculées des Galapagos, situées à 1000 km de la côte ouest de l'Amérique du Sud, semblaient être des variantes d'un petit sous-ensemble d'oiseaux et d'animaux que l'on trouvait sur le continent. Mais ce n'est pas tout. Les oiseaux et les animaux présents sur chaque île de cet archipel différaient très légèrement les uns des autres. Les plus connus étaient les pinsons. Ils vivaient sur des îles où l'on trouvait des graines à grosses coquilles et présentaient des becs plus gros et courts que les pinsons des autres îles. Après 18 mois de concentration intense, un déclic s'est produit dans l'esprit de Darwin. Il a trouvé pourquoi ces créatures étaient si merveilleusement façonnées en fonction de leur environnement. Contrairement aux croyances largement répandues, elles n'avaient pas été conçues par un créateur, mais un mécanisme parfaitement naturel avait créé l'illusion de la création. Darwin a constaté que la plupart des créatures engendraient une progéniture bien plus abondante que ne le permettait la nourriture disponible. Cette descendance était donc destinée à mourir de faim.
Cependant, dans une lutte pour la survie, seuls les individus les mieux adaptés à l'exploitation des ressources de leur environnement s'en sortaient, tandis que les moins adaptés périssaient. Les pertes étaient extraordinairement élevées. Mais grâce à ce processus d'évolution par le biais de la sélection naturelle, les créatures changeaient progressivement, génération après génération, de façon à mieux s'adapter à leur environnement. Le raisonnement de Darwin était le suivant. Plusieurs millions d'années en arrière, lorsque les îles volcaniques des Galapagos sont sorties de la mer, une poignée de créatures, des oiseaux arrivés par les airs et d'autres animaux qui avaient dérivé sur l'océan, installés sur des tapis de végétation à cause des tempêtes, avaient atteint l'archipel depuis l'Amérique du Sud. Ils ont trouvé un univers essentiellement vide et se sont dispersés en comblant toutes les niches écologiques disponibles. Les pinsons de Darwin, isolés sur différentes îles, avaient subi la pression de la sélection naturelle. Les moins adaptés à la survie avaient été brutalement éliminés, tandis que les mieux adaptés s'en étaient sortis. Sur une île qui comprenait des graines à grosses coquilles, les pinsons qui avaient survécu présentaient inévitablement des becs plus imposants et solides, parfaits pour casser ces coquilles. Darwin a eu le courage de présenter sa théorie de la sélection naturelle sans connaître deux éléments clés. Tout d'abord, la façon dont les caractéristiques étaient transmises de génération en génération, puis ce qui était à l'origine de la création des variantes chez la progéniture, la matière première exploitée par la sélection naturelle. Nous savons aujourd'hui que ces deux éléments sont étroitement liés. Le plan d'un organisme est consigné dans cette grosse molécule biologique appelée acide désoxyribonucléique, ou ADN, présente dans chaque cellule. Et ce sont les mutations au niveau de l'ADN, qui interviennent souvent au moment du processus de duplication lorsque les cellules se reproduisent, qui donnent naissance à de nouvelles caractéristiques variées chez la progéniture. L'ADN a ceci de prodigieux qu'il est vraiment capable de faire de petites bourdes, a dit le biologiste américain Lewis Thomas. Sans cette faculté spéciale, nous en serions toujours au stade de la bactérie anaérobie et la musique n'existerait pas. Selon Darwin, toutes les créatures existantes sur Terre aujourd'hui ont évolué par le biais d'un processus de sélection naturelle à partir d'un simple organisme ancestral commun. C'est en fin de compte la raison pour laquelle nous partageons un tiers de notre ADN avec les champignons. En fait, la séquence d'ADN à suivre est présente dans chaque cellule de chaque créature présente sur la Terre, y compris chacune des 100 000 milliards de cellules de votre corps. GTGC, CAGC, AGCC, GCGG, TAAT, TCCA, GCTC, CAAT, AGCG, TATA, TTAA, AGTT, GCTG, CAGT, TAAA, AAAG. Existe-t-il une preuve plus remarquable que toutes les créatures sont reliées et qu'elles ont évolué à partir d'un ancêtre commun, exactement comme l'affirmait Darwin? Selon Thomas, la totalité des chaînes d'ADN de toutes les cellules de la Terre ne sont qu'une extension, un prolongement de cette première molécule. Darwin savait que ce processus de sélection naturelle était d'une affreuse lenteur et avait nécessité des centaines de millions, voire des milliards d'années pour créer la profusion de vie présente aujourd'hui sur notre planète. La première preuve timide d'existence de la vie sur notre planète remonte à environ 3,8 milliards d'années. En théorie, la première cellule, le dernier ancêtre commun universel ou DACU, a fait son apparition il y a environ 4 milliards d'années, soit seulement 500 millions d'années après la naissance de la Terre. Son mode d'apparition et la façon dont on est passé de l'absence de vie à la vie demeure l'une des plus grandes questions scientifiques sans réponse. Chapitre 2. Attrape-moi si tu peux. Certaines moisissures ont 13 sexes. Je le reconnais, j'ai une énorme libido. Mon petit ami vit à 60 km de là. Phyllis Diller. Certaines moisissures ont 13 sexes.
Et vous trouvez que vous avez du mal à trouver et garder un partenaire? Leurs cellules sexuelles, contrairement aux spermatozoïdes et aux ovules humains, qui affichent une énorme différence en termes de taille, n'ont qu'une seule taille. Le genre des cellules est déterminé par 3 gènes connus sous le nom de MAT-A, MAT-B et MAT-C, qui existent sous de très nombreuses variantes. En fait, il existe tant de variantes qu'il est potentiellement possible